bien-être, c'est notre stratégie de base pour s'assurer que notre compagnie ou notre carrière puisse perdurer dans le temps. Donc, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est surtout... Ah non, je suis à la bonne place. Attendez. Attendez. Ah, on a passé. Bon. Voilà. OK. Je vous l'avais dit que ça ne serait pas parfait. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la prévention comme stratégie au lieu de la guérison. Parce qu'il y a énormément de stress, de temps supplémentaire qu'on vit dans notre carrière ou au travail que l'on pourrait éviter. Donc, ce qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est, je vais vous partager 2 grands secrets, mais aussi on va regarder 4 outils super pratiques et complètement gratuits qu'on peut utiliser pour s'assurer qu'on ne génère pas du stress ou qu'on ne crée pas du stress. Et pour ce faire, on va passer par la communication consciente, entre autres. Donc, je voulais vous partager aussi, je m'excuse, j'ai un peu... Ça a encore changé? Oui. OK, c'est bon. Fais dessus. OK. Il y a quelqu'un qui posait une question il y a un instant pendant le panel de est-ce qu'on peut avoir de la bienveillance puis de la profitabilité? C'était pas tout à fait ça la question, mais c'est ça que ça voulait dire. Et c'est super important de dire qu'en fait, on n'a pas à choisir entre un ou l'autre. La bienveillance, c'est notre modèle d'affaires qui, lui, va nous amener plus de profitabilité. Fait que je voulais vous partager une statistique par rapport à quand on a des pratiques bienveillantes, durables, ça permet à notre compagnie d'avoir une meilleure croissance. Donc, selon le Harvard Business Review, euh, les statistiques démontrent, selon eux, qu'il y a une croissance de 30 supplémentaire dans les industries qui mettent de l'avant des pratiques qui sont centrées sur l'humain et des pratiques qui sont centrées sur la bienveillance, tandis que les compagnies qui ont un milieu de travail beaucoup plus rigide, eux, ont beaucoup plus de difficultés à atteindre ce niveau de croissance. On va regarder dans cet atelier spécifiquement comment on peut gérer notre stress, comment on peut gérer notre temps, mais comment on peut le faire d'une façon durable. Et je vais vous introduire, comme je vous disais, des outils gratuits. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous dévoiler les 2 secrets dont on parlait. Non, il est ici. Alors, le premier secret, c'est que tout est une question de mentalité. Donc, selon la science de la neuroplasticité, 80 de notre recette du succès, autant dans la vie qu'en affaires, est imputable à notre mentalité. Donc, notre mentalité, c'est vraiment l'ensemble des croyances puis des pensées qu'on cultive. Puis, il y a eu une époque où on pensait que notre cerveau et notre mentalité étaient fixes et qu'on ne pouvait pas la changer. Mais maintenant, les études démontrent largement qu'en fait, c'est nous qui modélisons notre propre mentalité. Donc, qui on est, notre mentalité, nos attitudes, nos croyances au travail, c'est 80 de la recette de notre succès. Tandis que ce qu'on fait, par exemple, les logiciels qu'on maîtrise ou notre façon de faire des objectifs ou quoi que ce soit, c'est seulement 20 de la recette. Ceci dit, c'est vraiment rare qu'on entend parler de la mentalité dans des formations, donc c'est pour ça que je voudrais prendre l'opportunité d'en parler avec vous aujourd'hui, parce que on peut changer notre mentalité et on peut changer nos croyances assez simplement. C'est pas compliqué. Donc, le secret de la mentalité, c'est vraiment aussi simple que de se dire, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Moi, dans mon industrie, c'est stressant, ça a toujours été comme ça changera jamais. Versus se dire, j'ai le pouvoir de diminuer le stress au travail. Autant mon stress que le stress que les autres vont vivre. Donc, on voit que c'est juste un choix de croyance. Donc, quand je me présente au travail le matin, est-ce que je veux croire que c'est un peu nul puis que j'ai pas le choix, que c'est stressant? Ou est-ce que je veux décider d'être l'acteur du changement que moi, je veux voir? Non seulement pour les autres, mais pour moi aussi. Donc, la répétition, c'est vraiment un outil qui est super fort pour pouvoir changer sa mentalité. Donc, ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je vais décider de croire quand je me présente au travail? Parce qu'en fait, la mentalité, c'est la seule chose que je contrôle. Ma mentalité puis mes attitudes, c'est les seules choses que je contrôle. Tout le reste, je peux juste le gérer. Donc, on parle de la perception des clients, le climat de l'industrie, la hausse des taux, la connexion Internet, l'humeur de mes autres collègues, le recrutement, une de mes zones de stress de prédilection, ça m'empêche de dormir la nuit, le recrutement, les attentes des diffuseurs dans notre cas, etc. Tout ça,
c'est à l'extérieur de ma zone de contrôle. Puis si j'essaie de contrôler tous ces éléments-là, ben je me crée un stress immense. Non seulement ça, mais je donne du stress à tout le monde dans mon équipe aussi. Donc, si je ne contrôle pas la connexion Internet, je ne contrôle pas le recrutement, etc., qu'est-ce que je contrôle? Ben, ma réaction puis mon attitude face à ça. Si je me suis présentée au travail ce matin, j'avais une présentation monumentale pour un réalisateur oscarisé et qu'il n'y a pas d'Internet, je peux rien au fait qu'il n'y a pas d'Internet, mais je peux décider quelle sera mon attitude, comment je vais gérer cette situation-là avec mon équipe, comment je vais donner l'exemple, comment je vais m'assurer que je ne vais pas juste tomber dans mon stress et projeter mon stress sur tout le monde, mais que je vais adopter une mentalité qui va faire en sorte que la bienveillance est encore de mise, peu importe le défi que je rencontre aujourd'hui. Donc, le deuxième secret, le premier secret, c'est que c'est toute une question de mentalité. 80% de mon succès, c'est mes pensées et mes croyances. Donc, je vais être intentionnelle par rapport aux pensées et aux croyances que je cultive dans le milieu de travail. Le deuxième secret, c'est l'effet cumulé. Donc, en anglais, on appelle ça the compound effect. Si jamais ça vous intéresse, il y a un livre de Darren Hardy qui est super intéressant là-dessus. Et vraiment, l'effet cumulé, c'est l'idée selon laquelle le succès est créé par plein de petites choses que l'on fait quotidiennement de façon répétée. Donc, pour avoir une stratégie de bienveillance ou pour faire de notre modèle d'affaires et de notre pratique durable la bienveillance, je n'ai pas besoin d'un nouveau logiciel, d'un collègue à 6 chiffres, de l'intervention du maire de la ville de Montréal. Je n'ai pas besoin d'une baguette magique même. J'ai simplement besoin de faire des petits choix intentionnels de façon répétée tous les jours. Donc, je ne change pas qui je suis au complet, mais je me dis, aujourd'hui, je vais faire attention aux mots que j'utilise. Je vais faire attention à comment je communique mon stress avec les autres. Puis ces petites choses-là, au bout de la semaine, vont avoir un gros impact. Au bout du mois, vont avoir amené plein de bienveillance. Puis, non seulement ça a un impact sur nous, mais dans le concept de l'effet cumulé, en anglais, ils appellent ça le ripple effect. Donc, c'est l'effet de la vague. Donc, non seulement ça va m'impacter moi, mais ça va impacter mes collègues, mon environnement de travail, mon client, peut-être même les gens à la maison, parce que comme on le sait, là, notre travail et notre vie personnelle sont souvent très liés. Donc, je veux vous inviter à garder ça en tête aujourd'hui, alors que je vous partage 4 outils un petit peu plus terre à terre. De un, ma mentalité, c'est la chose la plus importante. Puis de deux, c'est une question d'effet cumulé. Donc, si je prends juste un choix aujourd'hui pour faire un petit changement dans mon stress, mes communications, quel sera-t-il? OK, on va faire un petit sondage. Je vais vous demander de lever la main quand je dis la réponse qui vous paraît pertinente. Mais selon vous, en Amérique du Nord, quel pourcentage des gens vivent du stress au travail tous les jours? Donc, qui pense que c'est 0 à 25% des gens qui vivent du stress à tous les jours? Il n'y a jamais personne qui prend cette réponse. 25 à 50% des gens qui disent qu'ils vivent du stress tous les jours au travail? Ouais. OK. 50 à 75% des gens disent qu'ils vivent du stress au travail tous les jours. Puis, est-ce qu'on ose aller 75 à 100%? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense? OK. Est-ce que c'est un message que tu nous passes? Ben, en fait, selon un sondage Gallup, toujours que je fasse deux trucs, OK? Qui est une étude mondiale, les statistiques mondiales disent que 43% des gens vivent un stress quotidien au travail. C'est un stress qu'on appelle chronique. Rappelez-vous de ça, on va en reparler dans un instant. Mais les statistiques les plus hautes au monde sont en Amérique du Nord, avec 57% des gens qui disent qu'ils vivent un stress quotidien au travail. Donc, c'est quand même beaucoup. D'un autre côté, il y a seulement 24% des employés qui ont l'impression que leur employeur déploie des efforts pour améliorer le bien-être ou diminuer le stress. C'est une question d'impression, mais on remarque que c'est quand même assez bas. Alors qu'il y a 86% des employeurs qui disent que le bien-être et la gestion du stress, c'est une haute priorité pour eux. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande disparité, mais il y a seulement 26% d'entre eux qui disent qu'ils ont une stratégie de bien-être qui est déjà en place. Puis bon, cette stratégie-là, on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce qu'on parle d'une fondation du bien-être ou d'une genre de cerise sur le sundae? On ne le sait pas. Donc, on se rend compte que c'est quand même pas beaucoup et qu'il y a quand même place à beaucoup d'améliorations sur ce sujet. Donc, regardons rapidement les 3 types de stress. Là, on parlait de stress quotidien, de stress chronique à l'instant. Il y a 3 types de stress dont on peut faire l'expérience dans la vie et au travail. Le premier, c'est le stress. Moi, je ne pense pas que ça existe là, du bon stress, mais s'il y en avait un, ça serait lui, parce que c'est un stress qu'on vit juste une fois.
Fait que disons, on a décroché un nouvel emploi ou on a une entrevue pour une job, ben, on est hyper excité, mais en même temps, on se dit « Oh, j'espère que je vais bien performer, j'espère que je vais l'avoir. » Tu sais, ça peut être un petit peu stressant, mais c'est excitant. Ça, c'est le stress. Il va se caractériser par des petits joues rouges, puis une accélération du rythme cardiaque. Celui-là, il n'est pas trop pire. Ensuite, on a le stress épisodique. Ça, c'est un stress qui est répété puis qui va être déclenché par la même situation. Donc, chaque fois que j'ai une rencontre avec cette personne-là, mon stress est déclenché. Chaque fois que j'ai un livrable client ou quoi que ce soit, mon stress est déclenché. Celui-là, il s'appelle aussi la détresse. Donc, déjà, là, on voit que ça devient plus compliqué à ce niveau-là. Puis, il va se caractériser par des mains moites, des bouffées de chaleur, une respiration plus courte. Puis ensuite, ben, on a le stress chronique dont on parlait, que 57 de nos collègues au Canada disent qu'ils font l'expérience du stress chronique. Celui-là, on va le ressentir au quotidien pendant plusieurs semaines. Puis il va se caractériser par un sentiment de fatigue, puis beaucoup de symptômes physiques, la boule dans le ventre, on a peut-être de l'insomnie, peut-être pas envie de se présenter au travail. Puis, ben, c'est important de dire que le stress chronique, on a juste besoin de vivre 23 jours de stress chronique pour être à très haut risque de vivre un épuisement professionnel. Donc, 23 jours ouvrés, là, c'est 5 semaines pratiquement. On se rend compte que c'est pas beaucoup. Quand on a des périodes de crunch au travail et tout, souvent, c'est plus long que ça. Donc, il faut être conscient de ça, puis du fait qu'on en vit beaucoup au Canada pour pouvoir le désamorcer, pour pouvoir le prévenir autant qu'on peut, parce que guérir d'un épuisement professionnel, c'est quelque chose qui peut être très, très laborieux. Ah, pardon, je ne vous avais pas mis la slide, m'excuse. Donc, il y a un impact physique réel du stress sur nous. Parlons-en un petit peu pour voir pourquoi c'est tellement important qu'on essaie de le prévenir plutôt de le guérir. Donc, quand on fait l'expérience du stress, que ce soit physiquement ou psychologiquement, on va se retrouver en mode survie ou fuite. Et la docteure Caroline Fisher va nous expliquer que le mode survie et fuite, en fait, ça déploie plein d'hormones dans notre corps qui vont nous aider à réagir à une situation dangereuse de façon à ce qu'on puisse assurer notre survie. Donc, soit on se bat ou soit on prend la fuite et ça dans le but de survivre. Donc, d'un point de vue de l'évolution, on comprend que c'est assez logique que l'humain ait développé ça parce qu'à la préhistoire, on n'avait pas d'abri, on ne savait pas d'où venait notre prochain repas. Il y avait des animaux vraiment qui mettaient notre vie en danger, les intempéries de la nature, et etc. Mais ceci dit, et heureusement, de nos jours, il y a beaucoup moins de choses qui mettraient notre vie en danger au quotidien, peut-être particulièrement dans le milieu de travail. Mais ce que le docteur Caroline Fisher nous explique, c'est que néanmoins, ce phénomène-là de survie ou fuite, il existe toujours en nous. Puis, de nos jours, il peut être déclenché simplement par un courriel, simplement par une rencontre, ou même en pensant le dimanche soir, en pensant au lundi matin du travail, on peut déployer en soi le mode survie ou fuite. Puis, on peut désactiver ce mode-là, mais idéalement, on essaie de ne pas le déployer. C'est beaucoup plus simple que de devoir le gérer par la suite. Donc voilà, très peu de réactions, très peu de situations qui mettent notre survie en péril. Donc, qu'est-ce qui nous cause du stress au travail ou peut-être dans la vie aussi? Quand on a créé The Happy Producers, comme je vous disais, nous, on travaille en cinéma, télévision, jeux vidéo, effets visuels, etc. Ben, on a demandé à notre communauté qu'est-ce qui vous cause du stress au travail parce que notre but, c'était vraiment de pouvoir les aider du mieux possible. Et la réponse la plus populaire, on leur a demandé quel était votre défi principal au travail. La réponse principale, c'était le stress. Tout le monde nous a dit, il faut qu'on arrête de vivre du stress comme immédiatement, sinon plus tôt que ça, parce qu'on n'en peut plus. On leur a dit, ben, qu'est-ce qui vous cause du stress au travail? Ils avaient plusieurs réponses, puis vous avez sûrement des réponses différentes dépendamment des industries dans lesquelles vous travaillez. Mais par exemple, nous, il y avait les délais ambitieux. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé sur la série Game of Thrones. Des fois, on travaillait le mardi sur un épisode qui sortait le dimanche. Il y a quelques millions de personnes qui attendaient cet épisode-là le dimanche. Donc, le mardi, quand notre plan n'était pas approuvé, on commençait à trouver ça stressant. Donc, ce genre de délai-là très, très court, c'est quelque chose qui stresse les gens dans l'industrie. Ils nous ont parlé de la vélocité rapide, de l'environnement compétitif, des défis de rétention, des problèmes techniques et de la rétroaction volumineuse, mais surtout, la réponse la plus populaire, c'était les urgences. Ils nous disaient, on est stressé parce que tout est tout le temps présenté comme une urgence, tout est toujours en feu, tout est toujours dû pour hier, c'est épuisant. Donc, on s'est rendu compte que les urgences, ouais, non, j'étais correct, OK. Ou plutôt les fausses urgences, c'était un énorme piège à stress. C'est un endroit où il y a plein de stress qui est créé
Puis une fois que ce stress-là est déployé sur toute l'équipe, c'est vraiment plus difficile de le gérer que si on avait juste évité de le déployer. Fait que c'est important de garder en tête qu'un défi, c'est pas nécessairement une urgence. Non, ça. Donc, comme je vous disais, un stress que l'on veut éviter. Donc, regardons ensemble. Je vais prendre ça comme le cas de figure pour vous présenter les 4 outils que je veux vous inviter à mettre en place pour prévenir le stress. On va prendre l'urgence comme un cas de figure. Fait qu'on va commencer par définir qu'est-ce qui est une urgence, en fait, autant dans la vie que dans le milieu de travail. Et une urgence, selon le dictionnaire, c'est une situation qui met notre sécurité en danger et qui nécessite une action immédiate de notre part. Je ne sais pas si vous êtes tous dans le milieu du travail actuellement, mais force est de constater que notre survie est très rarement en danger au studio, dans notre cas, ou au bureau. Mais que néanmoins, tous les jours, il y a des choses qui nous sont présentées comme des urgences absolues. Donc, on s'est dit, il faut commencer à faire attention au mode de communication qu'on utilise parce que si quelqu'un dit « Oh my God, c'est une urgence, je capote », la personne nous projette son stress. Puis une fois qu'elle nous a stressés, ben, c'est plus difficile que le désamorcer que si la personne était venue me dire « Ah, ben, je fais l'expérience d'un défi, peux-tu m'aider? » Donc, on s'est rendu compte que la communication consciente, c'était vraiment une pratique durable qui était essentielle à mettre en place autant dans sa vie qu'au travail, mais ici, on va dire au travail en tant que tel, et qu'on peut utiliser d'autres mots pour parler des urgences. Quelque chose peut être prioritaire, ça ne met pas ma vie en danger et je n'ai pas obligé de lui donner une action, je n'ai pas obligé de faire une action immédiate. Ça peut être important, encore une fois, ma vie n'est pas en danger parce que c'est important, ça va être géré comme de façon prioritaire, mais personne ne va mourir. Ça peut être essentiel, donc qui a une grande importance, mais qui ne met pas ma vie en danger, que je n'ai pas besoin d'adresser tout de suite. Ça peut même être imprévu. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup des urgences que c'est juste une surprise, en fait. Fait qu'on peut dire, ah, effectivement, c'est imprévu. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'adresser tout de suite. Ça ne veut pas dire que la vie de quelqu'un est en danger. Et peut-être mon expression préférée que je vous invite à voler, c'est la patate chaude. Donc, ce n'est pas une urgence, c'est une patate chaude. Si je vous faisais fermer les yeux en ce moment, puis quand je vous dis le mot urgence, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est moi, je vois l'hôpital, l'ambulance, il y a du sang, il y a des gens qui pleurent. C'est dramatique. Si je ferme les yeux puis je me dis patate chaude, ça sent le beurre salé, je pense au barbecue, ça va goûter délicieux. Fait qu'on voit que la réaction en moi est comme vraiment pas la même. Puis ceci dit, au travail, on va en rencontrer des patates chaudes. Puis je peux pas la toucher avec ma main, la patate chaude, là. Il faut que je mette une mitaine. Mais ça va vraiment moins déployer de stress en moi que de dire « Oh my God, c'est une urgence ». Donc, les fausses urgences, elles vont nous générer du stress que l'on peut éviter parce qu'elles génèrent un effet de surprise, comme on le disait. Elles vont déranger notre plan établi. On avait déjà une journée bien remplie là, avant que cette urgence-là ou cette patate chaude-là nous tombe dans les mains. Elle va nous ajouter du travail, puis ben, ça va nous causer de l'insécurité parce qu'on ne sait jamais d'où va venir la prochaine urgence, comment elle va nous impacter. Est-ce qu'on va faire du temps supplémentaire chaque fois qu'il y a une urgence maintenant? Et qui plus est, ben, ça va interrompre les priorités qui sont en cours. Potentiellement, ça va amener du surcoût dans mon projet. Ça va causer de la démotivation, mais ce que je veux vraiment mettre l'accent avec vous, j'essaie de pointer sur l'écran, c'est que ça va nous guider vers faire des mauvaises décisions sur le long terme. Donc, si vraiment il y a une urgence que la vie est à risque ou j'ai l'impression, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un diachylon pour arrêter l'hémorragie tout de suite. Mais je ne prendrai peut-être pas le temps de me demander, est-ce que ça, c'est la bonne décision d'ici à 6 mois? Est-ce que si je prends cette décision-là avec ce collègue-là, je peux ensuite en faire une pratique durable avec tous les autres collègues? Non. On va juste être dans la réactivité. On va prendre la décision la plus simple sur le moment, mais on ne réglera probablement pas le problème sur le long terme. Puis qui plus est, on ne mettra pas en place une stratégie qui nous permet par la suite de mieux gérer ces situations-là. Donc, regardons ensemble comment on peut gérer les urgences sans le stress. Puis ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser des outils tout simples pour le faire. OK. Alors, on va faire un petit audit de nos urgences et de notre stress. Comme je vous disais, on va utiliser les situations d'urgence comme notre cas de figure. Donc, la première chose à se demander, c'est ben, est-ce que c'est une urgence? Donc, si ça met ma vie en danger et que ça requiert une action immédiate, oui, c'est une urgence. OK. Je vais reconnaître que c'est peut-être un peu stressant, puis ben, je vais l'adresser rapidement parce qu'on le disait, une urgence, ça a besoin d'une action immédiate. Par la suite, est-ce que ça met ma vie en danger ou est-ce que ça nécessite une action immédiate? Non? OK. Je vais analyser dans ce cas-là avant de prendre une décision trop hâtive.
Donc, la première chose que je vais faire pour faire mon analyse, c'est adopter un mode de communication qui est basé sur des données, des chiffres puis des statistiques au lieu d'opinion et de perception. La raison pour laquelle, là, je ne veux pas canceller nos opinions puis nos émotions non plus, il y a 100% une place pour ça. On ne veut pas devenir un robot au milieu de travail. Ceci dit, ce n'est pas une information qui est fiable pour prendre des décisions dans une pratique durable, nos émotions. La raison étant qu'il y a autant d'opinions et d'émotions différentes qu'il y a de gens dans mon équipe. Donc, si j'ai une équipe de 150 personnes, c'est pas moi qui va décider si ton opinion, mon opinion, l'opinion de quelqu'un d'autre devrait prévaloir. C'est vraiment pas une bonne pratique à avoir dans une équipe. Aussi, si on fait des collaborations internationales, ben, ça va se traduire par des différentes perspectives culturelles. Je travaille avec des gens d'Asie du Sud-Est, des gens qui sont en République tchèque. Ben, ils n'ont pas la même perspective sur certaines choses, puis je ne veux pas tomber dans un débat d'opinion de est-ce que c'est eux qui ont raison ou est-ce que c'est moi qui ai raison. Aussi, nos opinions changent selon nos circonstances. C'est démontré par la science que si on a mangé une pomme versus si on a mangé un beignet, si on a fait notre sport versus si on a regardé la télé, ça impacte nos émotions, puis ça impacte nos opinions. Ça a été démontré que dans une même journée, on peut changer d'opinion 3 fois sur le même sujet. Puis ça ne veut pas dire encore une fois que notre opinion n'a pas le droit d'être. Ça veut juste dire que je ne vais pas prendre des décisions au travail qui impliquent mon équipe quand la bienveillance est de mise pour moi, qui sont basées sur des opinions. Sinon, ben, la manière dont on partage nos opinions aussi va être beaucoup ancrée dans nos émotions. Tu sais, si on dit ah là, ce collègue-là, là, il est vraiment pas bon, il me met tout le temps en retard, là, ça me gosse vraiment, ben, j'ai aucune vraie information qui m'est partagée là-dedans à part du stress puis une opinion. Ça ne me permet pas de t'aider avec ton collègue ou de savoir comment je peux régler le problème avec toi. Tandis que les données, les chiffres et les statistiques, eux, ils vont nous permettre de créer un langage commun. Donc, on disait, s'il y a 150 personnes dans mon équipe, il y a 150 opinions, bien, ça nous divise beaucoup. Si on regarde ensemble les chiffres, les statistiques, les données, bien, on va tous se regrouper autour d'un corrélateur commun, puis on va tous parler de la même chose. Donc, on va pouvoir prendre une décision qui est beaucoup plus éclairée. On va aussi, ça va nous permettre de s'éloigner de nos sentiments, comme on disait. Ça va aussi nous permettre de projeter les résultats futurs. Donc, au lieu de dire, ben, selon moi, on devrait avoir une croissance de 25 parce que c'est ça que j'aimerais dire aux clients, ça me plairait bien, ben, on va pouvoir regarder les chiffres du dernier 6 mois pour pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer dans le prochain 6 mois. Puis, ça va nous permettre de planifier plutôt que de présumer. Ça va aussi faire en sorte que des petits problèmes vont éviter de devenir des gros problèmes. Donc, je vous donne des exemples de données, chiffres et statistiques qu'on utiliserait dans l'industrie dans laquelle moi j'évolue. Ça se peut que ça soit différent pour vous, mais on parle d'estimer de temps. Si c'est une tâche pour laquelle on avait prévu 4 heures, ben, au lieu de dire ah, l'artiste, il est même pas, je livre pas, j'aime vraiment pas ça, on va dire ah, ben, cette personne avait une tâche de 4 heures à accomplir. On est rendu à 3h30 puis on pense pas qu'on va atteindre notre objectif. Ça fait en sorte que c'est pas personnel, puis au moins on comprend qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre ensemble. On peut parler aussi de dates de fin ou des dates de livraison. Qu'au lieu de dire on est tout le temps en retard, c'est vraiment stressant, on n'arrive à rien, ça roule dans le beurre, bien, si on se dit ben, c'est dû pour vendredi, puis il y a déjà 60% de l'objectif qui est atteint pour vendredi, puis il nous reste 3 jours, regardons ensemble comment on va atteindre l'autre 40%. Bien là, je ne projette pas mon stress sur tout le monde puis mes anxiétés, je suis en mode solution. Donc, on peut parler aussi d'étapes de fabrication, des pourcentages de complétion, moi j'adore les pourcentages, ou le flux de validation ou le nombre d'itérations, qui sont peut-être plus spécifiques au processus créatif. Donc, si c'était pas une urgence, j'ai décidé d'adopter un langage qui était basé sur des statistiques et des données plutôt que des opinions, de façon à prévenir plein de stress dans mon équipe que j'aurais pu leur projeter, mais que j'ai décidé de façon consciente de ne pas faire. Mais la deuxième chose, c'est que je vais catégoriser cette présupposée urgence dans la matrice temporelle d'Eisenhower. Donc, si vous êtes encore à l'école ou que vous venez de graduer, si vous êtes dans presque n'importe quelle industrie aussi, vous avez sûrement déjà vu la matrice temporelle. Donc, c'est un outil qui avait été créé par un président des États-Unis qui s'appelait Eisenhower. Il trouvait qu'être président des États-Unis, c'était vraiment très occupé, que tout le monde lui disait « ça, c'est une priorité absolue », puis que lui, il n'était pas toujours sûr. Il a décidé de se créer un outil en 4 cadrans qui lui permettait de déterminer qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, puis qu'est-ce qui doit être adressé par moi ou qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être adressé par moi. C'est un outil de gestion du temps et des priorités à la base. Moi, j'aime ça l'utiliser pour prévenir du stress. Parce que là, vous allez voir,
J'ai un cadran, le premier cadran, qui est urgent et important. OK? Lui, il va mettre ma vie en danger, puis il va avoir besoin d'être adressé tout de suite. Puis, quand je vais cumuler mes statistiques, si je fais l'expérience sur un mois, je vais me rendre compte que peut-être 5 de mes demandes ou des situations vont se retrouver dans ce cadran-là. Peut-être 10 si vraiment là, on a des choses à régler au travail, mais que 95 des choses, on va les gérer comme si elles étaient urgentes et importantes. Fait que lui, c'est un piège à stress. Fait que si c'est urgent et important, ça veut dire qu'on a dit, là, si c'est urgent, on doit l'adresser tout de suite. C'est important, donc c'est moi qui vais l'adresser. Comment je sais que c'est moi qui vais l'adresser? Ça fait partie de ma description de tâche. Donc, si je pense à mes 3 responsabilités principales dans ma description de tâche, cette demande-là, elle tombe pile dedans. Donc, OK, je vais l'adresser comme une urgence, c'est correct, mais encore une fois, 5 à 10 de toutes les situations devraient tomber dans ce cadran-là et non pas 90-95 des situations comme c'est souvent le cas. Le deuxième cadran de la matrice temporelle d'Eisenhower, c'est important, mais c'est moins urgent. Donc, c'est important, donc on va le faire, mais je ne vais pas tout arrêter ce que je fais aujourd'hui pour l'adresser comme une urgence. Je ne vais pas sauter dessus comme si c'était un feu à éteindre, malgré le fait que peut-être que mes collègues vont essayer de me convaincre que c'est absolument nécessaire d'être fait immédiatement. Et ça, bien, encore une fois, ça fait partie de ma description de tâche, donc c'est moi qui vais le faire. Mais ceci dit, ça ne sera pas fait aujourd'hui, peut-être même pas demain. Si on travaille dans la méthodologie agile, peut-être que ça va dans le prochain sprint, peut-être que ça va à la fin de la semaine. On va le planifier comme une tâche, mais je n'interromps pas du tout mes priorités de la journée pour gérer ça. Ensuite, notre troisième cadran, ça, c'est le gros piège à stress que l'on peut éviter. Donc, le troisième cadran, il est urgent. Donc, il va devoir être adressé rapidement, mais il est moins important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'en fait, il va devoir être adressé rapidement, mais il n'est pas dans ma description de tâche. Il ne fait pas partie de mes 3 responsabilités principales. Puis là, moi, je suis un bon leader, je suis engagée, I care for my team. Fait que je vais vouloir le faire pour eux. Je vais me dire, ben, je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Ou, oh non, mais mon artiste, il n'a pas le temps, mon cours d'eau, il n'a pas le temps, je vais le faire moi-même. C'est un piège. Parce que cette responsabilité-là, elle ne nous appartient pas. Donc, ici, on doit déléguer. Et déléguer, là, beaucoup de gens sont allergiques à ça. Parce que la première fois qu'on délègue, ça ne sera pas fait parfaitement, mais c'est vraiment un investissement long terme. Si nous, on ne délègue pas, on se crée énormément de tâches, on se crée du temps supplémentaire, mais aussi on va enlever une opportunité à la personne dont c'est la responsabilité d'apprendre à le faire, de développer son imputabilité, de développer son autonomie par rapport à ses propres responsabilités. Donc, c'est un double negative. Non seulement c'est pas bon pour nous parce que ça nous stresse et ça crée des heures supplémentaires, c'est pas bon pour la personne dont c'est la responsabilité parce qu'on l'ampute de son opportunité d'apprendre à faire cette chose-là. Donc, ici, vraiment, gros piège à stress, on veut essayer d'éviter ça le plus possible. Puis ensuite, ben, le quatrième cadran de la matrice temporelle, c'est, j'ai marqué l'acronyme CBB dans mon industrie, on appellerait ça Could Be Better. C'est un peu un wish list. Ça va un peu sur notre liste de rêves. Fait que ça, c'est pas urgent, ça ne sera pas adressé maintenant. Ça ne fait pas partie de ma description de tâche non plus. Donc, peut-être à la fin du projet, on va faire un post-mortem, on va en parler pour le prochain projet. Peut-être à la fin du quarter, on va en parler, puis on va l'adresser plus tard. Mais comme ça, vraiment, là, ça va m'être présenté comme une urgence. Puis en fait, ce ne sera ni urgent ni important. Ça ne sera pas adressé maintenant, ça va être adressé beaucoup plus tard, puis c'est pas moi qui va s'en occuper. Honnêtement, ça se peut que ça ne se fasse pas adresser aussi. Parce que ce n'est pas toutes les demandes, toutes les situations qu'on reçoit qui vont toujours trouver une raison d'être dans ce qu'on fait. OK. Donc, une fois qu'on a catégorisé notre priorité, dans la matrice temporelle Eisenhower, je ne sais pas si vous pouvez voir. Attends, on peut peut-être revenir? Ça vient dessus? Oui, OK. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment c'est une bonne façon aussi de parler d'une situation avec quelqu'un, de lui dire, ben, selon toi, est-ce que ça a besoin d'être adressé dans la prochaine heure et est-ce que ça fait partie de tes tâches principales, mettons, ou selon toi, si ma journée est déjà bien remplie, où fit cette situation-là dans les 4 cadrans pour simplement entamer une conversation dans laquelle on n'est pas en train de dire à l'autre qu'est-ce qu'il va faire là, parce que c'est nous le patron, ou d'imposer une vision, mais que la personne se rende compte par elle-même, ah ouais, ça l'a déployé mon mode survie et fuite. J'ai voulu l'adresser vraiment promptement. Puis je me rends compte en l'analysant, mais tant qu'on s'est éloigné de nos perceptions, qu'on parle de chiffres et de métriques, puis qu'on l'analyse ensemble,
ben, je me rends compte par moi-même que finalement, ce n'était pas une urgence. Puis il n'y a pas de mal, mais on a évité de créer d'autres stress ou de partager ces tâches-là avec plein de gens sur le plancher. Donc, j'ai catégorisé ma demande dans la matrice temporelle. Maintenant, je vais utiliser un autre outil gratuit que j'adore et je vais évaluer les coûts et les bénéfices. Et j'aime beaucoup, beaucoup cet outil parce que c'est gratuit, c'est super facile à utiliser. Ça se fait sur un coin de table, dans un corridor, à la fin d'un meeting. Puis, moi, je trouve pas que c'est une bonne pratique durable de toujours dire aux autres quoi faire, même quand on est dans une position de leadership. Je veux que les autres se rendent compte par eux-mêmes quelle est la bonne décision à prendre ensemble. Comme ça, on partage la responsabilité de ce qu'on fait. Donc, euh, on va regarder ensemble si quelqu'un nous arrive avec une urgence, il dit « Oh my God, again, on est en retard, ça se peut pas, ça livrera pas. » Ou « Oh mon Dieu, il faut absolument qu'on mette un nouveau procédé en place. » Ben, on va faire l'analyse ensemble des coûts et des bénéfices. Donc, le premier coût qu'on va analyser, c'est quoi le coût en temps? Ce que tu me demandes, là, le stress que tu me projettes, là, qui est une tâche déguisée là-dedans, est-ce que ça prend 2 heures à accomplir ou est-ce que ça prend 14 jours à accomplir? On n'est pas dans la même discussion. Fait qu'on va mettre un chiffre au coût en temps. Ensuite, on va se dire, est-ce qu'il y a un coût sur les ressources? Est-ce que j'ai besoin d'engager quelqu'un d'additionnel? Est-ce qu'on a besoin d'un consultant? Est-ce qu'il faut qu'on achète un nouveau logiciel? C'est quoi le coût par rapport à cette décision-là? On va regarder ensuite, c'est quoi le coût sur les conditions de travail? Est-ce que ça cause du temps supplémentaire? Est-ce que ça ajoute de la pression, de la compétitivité, etc.? Puis sinon, ben, quel est le coût sur la santé mentale? Donc, est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on sait qu'il ne fonctionnera pas, mais là, le client l'a demandé, fait qu'on n'a pas le choix, mais on sait que ça va être démotivant, on sait que ça ne fonctionnera pas. Bien, si c'est le cas, on veut le savoir avant de se lancer dans cette action-là. Puis ensuite, bien, on va regarder les bénéfices. Donc, est-ce qu'on gagne en productivité? Si ça me prend 2 heures de faire cette action-là, mais qu'au bout du compte, j'économise 40 jours plus tard, ça m'intéresse. Est-ce que ça va nous faciliter la vie? Donc, est-ce que je peux faire avec moins de gens dans mon équipe? Est-ce qu'on va travailler moins des longues heures? Est-ce que d'un point de vue pipeline ou workflow, tout à coup, on saute une étape de fabrication qu'on n'a plus besoin de faire? Si oui, ça m'intéresse, honnêtement, je commence à être enchantée. Est-ce que ça améliore les conditions de travail? Donc, est-ce qu'on va travailler moins de temps supplémentaire, avoir une meilleure conciliation de travail-famille, moins de compétitivité, moins de pression? Puis, ben, est-ce que c'est bienveillant? Si on prend cette décision-là ensemble, est-ce que ça prend en compte le bien-être des gens dans notre équipe ou est-ce qu'on prend cette décision-là juste pour le profit, pour faire plaisir aux clients, pour notre ego? Je ne sais trop. Puis ce que j'aime de cet exercice-là, c'est qu'en faisant la liste des coûts puis la liste des bénéfices ensemble, bien, la personne avec qui on échange, elle va s'en rendre compte par elle-même. Si les bénéfices sont beaucoup plus grands que les coûts, ben, on va être tenté de probablement prendre cette action-là. Si les coûts sont beaucoup plus grands que les bénéfices, la personne va dire ah ouais, non, mais j'avais pas pensé à ça. Je m'étais pas dit que ça coûtait tant, qu'on allait faire des heures supplémentaires, que ça allait être chiant et tout ça. Maintenant que j'ai regardé, je me dis c'est pas vraiment urgent. Peut-être on peut déprioriser ça, peut-être on peut y revenir plus tard. Donc, moi, c'est un exercice que j'adore. Puis, avec tous les superviseurs dans mon équipe, je leur ai appris à le faire. C'est un vraiment bon exercice pour développer sa pensée critique. Ce qui fait en sorte que maintenant, quand ils viennent me voir avec un problème, ils ont déjà fait leur exercice. Fait qu'ils vont venir me voir, puis ils ont déjà leur estimé de temps. Ils vont essayer de me convaincre, en fait, qu'il y a plus de bénéfices que de coûts. C'est vraiment plus efficace parce qu'au lieu qu'ils viennent me voir avec leur stress, que je désamorce leur stress, que j'essaie de les convaincre qu'en fait, peut-être non, bien, ils sont déjà prêts. Puis ils ont déjà fait une partie de la réflexion par eux-mêmes de façon autonome avant de juste venir un peu me projeter leur stress et leurs problèmes. OK, donc j'ai évalué mes coûts et mes bénéfices. J'ai un langage adopté sur les métriques. J'ai catégorisé ma demande avec la matrice temporelle. J'ai fait l'évaluation des coûts et des bénéfices. Maintenant, je vais me faire un plan. Donc, la dernière étape et le dernier outil que je vais vous partager, c'est de planifier l'inattendu, donc de laisser une contingence dans notre gestion du temps pour les surprises qui vont nécessairement nous arriver. Dans l'idéal, je travaille une journée de 8 heures. Peut-être je suis chanceuse sur un contrat d'une journée de 7 heures, mais on va dire dans ce cas-là que c'est une journée de 8 heures. Puis mon 8 heures au travail, là, il est déjà vraiment bien rempli. J'ai plein de réunions, peut-être trop de réunions. J'ai mes responsabilités principales dont on parlait, ce qui est dans ma description de tâche. Je vais peut-être avoir des problèmes techniques. Si l'Internet ne marche pas, mon ordi ne fonctionne pas, notre logiciel a fait patate, je ne sais trop.
Je vais aussi avoir des surprises que je ne pouvais pas prévoir, mais qui me sont tombées dessus. Puis, ben, peut-être que je vais avoir des urgences. Probablement pas tous les jours parce qu'on a dit que c'est rare que notre sécurité est en danger au travail, mais une fois de temps en temps, je vais avoir une urgence. Fait que si mon 8 heures il est déjà rempli par mes réunions puis mes responsabilités, qu'est-ce qui va se passer avec les problèmes techniques, les surprises, les urgences? Ben, elles vont nécessairement créer du temps supplémentaire. Puis moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait le temps supplémentaire, honnêtement. Je suis disponible à rencontrer cette personne, mais perso, après 15 ans de temps supplémentaire, je suis allergique et les gens dans mon équipe n'ont pas envie de faire du temps supplémentaire, ils veulent s'occuper de leur famille. Donc, on doit pouvoir garder une contingence dans la gestion de notre temps pour planifier l'imprévisible. Ce que j'aime faire dans mon équipe, c'est que tous les jours, on a une plage horaire de 30 à 60 minutes qui est bloquée dans notre calendrier. Puis ça, c'est la plage horaire qu'on va utiliser pour gérer les surprises, les problèmes techniques. Et s'il y a une urgence, on va gérer une urgence. Ça fait en sorte que dans ce moment-là, les gens ne peuvent pas me booker un meeting ou me solliciter pour faire des trucs parce que c'est bloqué dans mon calendrier, je ne suis pas disponible. Puis ça fait en sorte que, ben, au lieu de créer du temps supplémentaire avec ces surprises-là, j'ai un petit buffer tout à coup pour m'en occuper. Je vous disais, nous, on fonctionne avec la méthodologie agile, fait qu'on fait un scrum le matin dans lequel on parle de tous nos objectifs. Ben, moi, j'ai 30 minutes après le scrum pour gérer des urgences, des surprises, des problèmes techniques inattendus parce que c'est un endroit dans mon équipe dans lequel tous les problèmes ressortent. Fait que je me dis, bon, mais au lieu de passer au prochain meeting, je vais aller gérer une coupe d'affaires, mettre des choses en mouvement, au lieu de me dire, ben, à la fin de la journée, je vais devoir rester pour m'occuper de ça. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire, puis je veux vous inviter à essayer des choses. Si vous dites, ben, 60 minutes dans notre équipe, ça serait absolument impossible, ou ma journée est déjà tellement remplie, je ne me vois pas prendre 60 minutes. Commencez petit, commencez avec 30 minutes, puis cumulez votre data. Si vous voyez que tous les jours, vous avez 30 minutes, mais que c'est toujours 45, 60, ben, augmentez votre plage horaire. Si vous avez booké 60 minutes, puis que hey, c'est cool, mais vous, dans votre emploi ou dans vos études, ben, j'ai besoin juste de 30 minutes, ben, parfait. C'est une question de chiffres, on l'a dit, on s'éloigne de nos opinions puis nos perceptions. C'est pas eux qui prennent les décisions pour nous, c'est vraiment une question de chiffres. Fait que ça fait en sorte que tout à coup, mes urgences, mes surprises, ben, ce sont des tâches à planifier. Fait qu'au lieu d'être une urgence, un problème, un défi, c'est une tâche que j'avais déjà planifiée. Je ne savais pas quelle allait être sa description, mais j'avais le temps de m'en occuper. Puis si aujourd'hui, ben, j'en ai pas d'urgence, ben, je vais penser à la matrice temporelle Eisenhower. Puis ce qui était dans le petit cadran qui disait repousser, que moi j'allais faire, mais peut-être dans le prochain sprint, ben, je vais commencer à m'attaquer à ça. Parce que le prochain sprint va arriver, il va falloir quand même que j'aille adresser. Fait que ça nous donne aussi une zone tampon pour commencer à travailler sur des choses qui sont un petit peu plus long terme et qui ne sont pas nécessairement dues aujourd'hui. Ça enlève aussi la perception selon laquelle notre temps est infini, ce qui n'est juste pas vrai au travail. On a un contrat, on s'engage à travailler un certain nombre d'heures. Les heures à l'extérieur de notre contrat nous appartiennent. Donc, on disait, notre journée, elle est déjà bien remplie. Mais dans mon équipe, on a décidé d'aller une coche plus loin. Parce que la bienveillance, c'est notre stratégie d'affaires, notre pratique durable, autant pour la profitabilité que pour le bonheur des humains dans notre équipe. Donc, nous, on a décidé de rajouter une tâche de 15 minutes dans notre calendrier, qui est ma gestion du stress. Là, vous remarquerez, elle n'est pas en dernier de ma liste. Ma gestion du stress, c'est mon item numéro 1 sur ma liste de tâches à accomplir, en fait, aujourd'hui au travail. Parce que, on le disait au début, la gestion du stress, c'est pas la cerise sur le Sunday. En fait, c'est la fondation de tout ce qu'on fait. Quand je me présente au travail, une de mes tâches, c'est de m'assurer que j'ai une assise solide pour gérer mon stress, avoir une belle mentalité, m'assurer que la bienveillance, c'est mon inspiration de la journée. Donc, je vais prendre 15 minutes le matin pour faire un exercice. Puis dans mon équipe, ben, tout le monde dans l'équipe fait un exercice aussi. On a différents exercices qui sont possibles. Donc, c'est pas un 15 minutes sur mon temps personnel. C'est un 15 minutes sur mon temps au travail. Puis ce que j'aime, c'est que dans l'industrie où je travaille, puis peut-être que vous avez remarqué aussi, les gens pensent beaucoup que le bien-être, c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir déléguer aux ressources humaines. Hein, on va outsourcer ça au département DRH, le bien-être, que ces gens-là s'en occupent. Mais en fait, le bien-être, ça commence par soi. Puis moi, je trouve ça assez empuissançant de savoir qu'on a la réponse de notre propre bien-être à l'intérieur. Mais il faut vraiment sensibiliser nos employés et les gens avec qui on travaille par rapport au fait qu'ils sont le maître de la situation, le héros de la situation, en fait. Puis il faut les aider à développer des saines habitudes qui vont faire en sorte qu'ils ne sont pas grognons, qu'ils ne sont pas stressés, qu'ils ne projettent pas leur stress sur tout le monde, mais plutôt qu'ils sont en mode solution. Donc, je vous donne quelques exemples
Euh, Ici, les exemples que je vous donne, c'est dans la routine du matin. Si vous êtes intéressé à la routine du matin, il y a beaucoup, beaucoup de sciences qui viennent mettre l'accent sur le fait que ce qu'on fait dans le premier 60 minutes de notre journée donne le ton pour toute la journée. Et il y a un livre de Hal Elrod qui s'appelle The Miracle Morning, dans lequel il a étudié les stratégies du succès, puis il dit que la clé du succès, en fait, c'est vraiment ce que l'on fait dans le premier 60 minutes de notre journée. Donc, si vous avez l'opportunité, je veux vous inviter à faire votre gestion du stress dans la première heure de votre journée ou la première heure que vous êtes au travail. Puis, ben, on peut faire plein de petits trucs assez simples. Nous, encore une fois, on l'a bloqué dans le calendrier de nos équipes. Donc, ils ne peuvent pas avoir un meeting pendant leur gestion du stress ou quoi que ce soit. On peut faire des petites activités qui nous amènent à l'intérieur de soi, en fait. Donc, la méditation, là, les gens me disent tout le temps, mais non, moi, je ne sais pas méditer. En fait, pour méditer, tout ce qu'on a besoin, c'est de fermer les yeux et de rester assis. Donc, ce n'est pas performatif, on n'a pas besoin de plus que ça. Moi, j'ai un collègue, il se met un petit timer sur son téléphone, il fait sa méditation, puis à la fin de sa méditation, son timer sonne, puis ça lui a fait un moment de silence puis de réflexion pour lui qui va lui donner une solide assise pour son travail. Ce qu'on fait aussi dans mon équipe, c'est la liste de gratitude. Donc, quand on arrive au travail, je les force un peu à mentionner, soit dans un meeting ou sinon l'écrire sur un post-it. Moi, j'aime bien le mettre sur un post-it. 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude au travail. C'est facile de chialer sur sa job, honnêtement. Surtout si ça fait quelques années qu'on est là. On n'est pas toujours d'accord avec tout. On ne s'entend pas toujours avec tout le monde. Avant de mettre l'accent sur les choses qu'on n'aime pas au travail, on veut se faire une liste de 3 choses qu'on adore au travail. J'ai de la gratitude pour mes collègues qui m'aident toujours à relever des défis. J'ai de la gratitude pour mon client qui m'envoie tout le temps du feedback en retard, mais aujourd'hui, il me l'a envoyé à temps. Yes, je suis contente, ça va rendre ma vie plus facile. J'ai de la gratitude pour l'activité de team building qui est planifiée cette semaine, on en a besoin, etc. J'ai de la gratitude d'avoir un emploi, ne serait-ce. Il y a une crise dans l'industrie dans laquelle moi je travaille en ce moment, 67% des gens ont perdu leur emploi. Si on a un emploi, on commence avec la gratitude le matin, je peux vous garantir. Fait que ça, moi, j'aime bien un peu embarquer les gens là-dedans. Si on travaille en personne, on peut le mettre sur des post-it. Aussi, exprimer sa gratitude aux autres. Hey, je t'apprécie vraiment parce qu'hier, on a eu une rencontre difficile, puis tu as géré là, vraiment avec calme. J'ai apprécié ça. Fait que laisser savoir aux autres ce qu'on apprécie, puis focuser sur ce qu'on apprécie au travail comme ça. Quand le truc qu'on n'apprécie pas, il arrive là, vers 11h45, là, ben, on se rappelle qu'on a toute une fondation de choses pour lesquelles on a de la gratitude puis de l'appréciation au travail. Fait au lieu de focuser sur mon stress en commençant, je focus sur mon bien-être. Puis quand le stress arrive, ben, j'ai de la place pour l'absorber. Il ne prend pas toute la place dans ma vie. Sinon, on peut faire un léger exercice. Scientifiquement, là, on a besoin de juste de 7 minutes. Fait qu'une petite marche, faire des petits étirements. On peut utiliser des affirmations. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'avais une grosse journée. Fait qu'en me préparant, j'écoutais des affirmations qui me disaient « C'est génial, tu vas l'avoir. Ne t'inquiète pas, tous tes rêves se réalisent. » C'était parfait. Et sinon, on peut aussi faire un exercice de respiration consciente. On sous-estime beaucoup notre respiration par rapport à la gestion du stress. Puis je veux dire, sur YouTube, là, vous allez trouver une pléthore d'exercices de respiration consciente. Vous pouvez commencer avec 5 minutes, aller jusqu'à 1 heure par la suite. Quelqu'un demandait ce matin à la formation qu'on a donnée comment je sais que mes employés ou que les gens avec qui je travaille utilisent ces 15 minutes-là à bon escient ou qui n'ont pas pris juste ces 15 minutes-là pour jouer à un petit jeu vidéo, ben, vous allez le voir tout de suite dans les gens. C'est le genre de truc que l'on remarque dans leur attitude, dans leur mentalité, dans leurs agissements, dans l'énergie qu'ils amènent avec eux au travail. Puis, ce qui est important aussi à dire, c'est que si le stress, c'est contagieux, le calme, c'est encore plus contagieux. Donc, si on donne l'exemple, puis que nous, on gère bien notre stress, puis qu'on met de l'avant une culture dans laquelle il y a une gestion du stress, ben ça va être contagieux. Puis, est-ce que tout le monde va embarquer au jour 1? Non. Mais même les réfractaires vont finir par se joindre à nous. Donc, ça vaut définitivement la peine de l'essayer. Parce que, en terminant, je voulais vous mentionner que le stress des autres ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui peut être difficile à faire au travail, surtout si on est très empathique, mais il y a une méconception sur la gestion du stress, selon laquelle la gestion du stress, c'est gérer le stress des autres. Et en fait, ça ne pourrait pas être plus faux parce que c'est une question de gérer son propre stress et par la suite de donner l'exemple et de créer un contexte dans lequel les autres sont invités à gérer leur stress. Si on se met à prendre le stress des autres sur nous, on les empêche de découvrir leur propre recette du bien-être. Notre recette du bien-être, elle est unique, elle est différente pour tous et chacun. On veut que les gens aient l'opportunité d'essayer des choses pour voir qu'est-ce qui va les aider eux. Moi, je fais de la baignade en eau glacée. Je me baigne à comme 3,5 degrés tout l'hiver.
moi, ça me relaxe. Mais si je vous disais à vous ici, vous devez tous nécessairement faire de la baignade nordique, vous embarqueriez pas, là, parce que c'est pas votre recette de bien-être. Fait que c'est super important de donner l'opportunité aux autres de découvrir qu'est-ce qui leur fait du bien, qui leur permet de se ressourcer, puis de savoir que le stress des autres, on peut les aider à le désamorcer, mais on ne devrait jamais l'absorber. Il ne nous appartient pas. Nulle part dans votre description de tâche, est-ce que ça dit que gérer le stress de tout le monde, c'est votre responsabilité. Donc, pour ne pas prendre le stress des autres sur nous et pour prévenir le stress plutôt que de le guérir, ben, comme on le disait aujourd'hui, il y a des petites choses super simples qu'on peut faire comme adopter un langage qui est axé sur les données plutôt que sur les émotions. On peut aussi utiliser la matrice temporelle de Eisenhower pour s'aider nous-mêmes ou aider nos collègues à discuter de leurs urgences et de leurs priorités avec nous. On peut faire un exercice de coût et de bénéfice qui est tout à fait très simple. On peut planifier du temps dans notre horaire de la journée et de la semaine pour absorber les surprises. Puis finalement, ben, on peut prioriser notre gestion du stress. Je pense que ça, c'est le meilleur truc que je peux vous donner. Il faut être intentionnel dans se dire, moi, je veux être une personne qui a un stress bas. C'est un choix. C'est un choix. Moi, je veux que mon travail, ça soit mon travail de rêve. Je veux que quand je me présente au travail, je suis disponible à être inspirée, motivée, enjouée, excitée. Je veux pas être disponible juste à être stressée ou être anxieuse. C'est pas ce que j'ai envie. Donc, si le stress est contagieux, comme je vous disais, la bienveillance, elle est encore plus. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait... Est-ce qu'on prenait des questions? Oui. OK. Et oui, j'ai un beau micro pour vous. Si quelqu'un veut poser une question à Virginie ou avoir un commentaire sur tout ce qu'elle vient de dire, vous êtes les bienvenus. Ah, on peut commencer. Je la lis. On demande en fait que ce qu'on dit, c'est des super beaux concepts, des belles pratiques que tu nous partages. Comment ça s'est passé, les mettre en pratique le jour que vous avez décidé, OK, on s'en va vers là? Bien, c'est une très bonne question. Non, c'est super judicieux comme question. Puis je pense que c'est important dans n'importe quelle entreprise ou groupe, dès qu'on veut instaurer une nouvelle façon de faire ou changer quelque chose qui existe déjà, c'est important d'y aller doucement. Donc là, on ne met peut-être pas en place les 4 outils la première journée. Il faut toujours donner le contexte du pourquoi. Donc, si on dit, hey, à partir de maintenant, on essaie de pratiquer la communication consciente, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner de à mon avis, selon moi, selon mon opinion, pour aller dans un langage qui est plus axé sur des chiffres et des données, bien, on peut leur donner le contexte du pourquoi. C'est parce qu'on a découvert que quand on discute comme ça, c'est moins stressant pour vous. Leur donner le contexte de comment c'est bénéfique pour eux aussi. Donc, ça va être bénéfique pour vous. Vous allez faire l'expérience de moins de stress si on adopte ce mode de communication-là. On a aussi remarqué que ça nous rendait plus efficace, qu'on atteignait nos objectifs plus simplement. On laissait pour 4 semaines. Si tout le monde déteste ça, on s'en reparle, on arrête de le faire. Mais il faut se donner une période dans laquelle on a vraiment le temps de le mettre en place puis de voir les résultats. Puis moi, ça m'est jamais arrivé qu'après 4 semaines, les gens se disent « Ah ben c'est nul, on déteste ». Il faut se donner le temps de voir les résultats, puis par la suite, ben, c'est plus facile d'embarquer tout le monde. Mais c'est sûr que de changer des procédés, c'est super important, mais ça commence vraiment par garder en tête que tout est une question de mentalité, c'est quoi mes pensées et mes croyances, et que l'effet cumulé des petites choses que je fais tous les jours de façon répétée vont avoir un impact énorme sur la bienveillance et le bien-être de moi-même, mais aussi de mon équipe. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ici? Oui. Oui, la question, c'est quand on est en entrevue et on veut poser la question sur l'atmosphère de bureau, comment on peut sortir ces informations? Hey, je pense que c'est une très bonne question, puis je ne suis pas en ressources humaines, là, je me suis mis à nu devant vous, mais je pense que souvent, on va poser une question sur comme la politique qui est en place ou leur demander de définir la culture d'entreprise. Mais je pense que ce qui est important, c'est un peu plus de demander quelles sont les actions en lien avec la bienveillance ou quelles sont, on en parlait sur le panel avant, les valeurs. Puis après ça, leur demander, ben, en lien avec cette valeur-là, quelles sont les actions pratiques que vous mettez en place parce que vous avez sûrement entendu parler du well-being washing ou le wellness washing. C'est un peu l'idée selon laquelle on écrit au mur en entrant dans le bureau. La bienveillance est notre modus operandi, mais finalement, il n'y a aucune action qui vienne derrière ça.
Fait que je pense qu'on peut leur demander spécifiquement dans le jour, au niveau de leur processus, puis des trucs un petit peu plus terre à terre, comment ça s'inscrit. Merci beaucoup. Mais sinon, j'ajoute juste aussi, puis là, c'est peut-être, je sais pas si les RH diraient ça, mais demander aux gens qui travaillent déjà là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi vous qui ont envie de poser une question? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ou Bonjour. C'est peut-être une question un peu large, mais quand le taux de stress a débordé, et justement, comment est-ce qu'on fait pour revenir un peu sereinement dans l'entreprise ou dans une autre entreprise? Bien, je pense que le stress, on peut le voir comme un cadeau déguisé, dans la mesure où là où il y a du stress, habituellement, il nous manque un petit procédé, ou il nous manque une marche à suivre, ou quelque chose à optimiser ou à simplifier. Donc, si le niveau de stress est déjà trop grand, bien, il faut commencer à recenser qu'est-ce qui nous cause du stress dans mon niveau d'imputabilité, disons, à mon niveau, dans mon équipe ou dans mes responsabilités, qu'est-ce qui cause du stress, puis quelle petite modification je peux mettre en place grâce à l'effet cumulé, quelle petite modification de mentalité je peux opérer pour que déjà, on puisse jouer dans sa zone d'influence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On disait la culture d'entreprise. Est-ce que mon CEO, il a une culture d'entreprise? Est-ce que la bienveillance, ça l'intéresse? Est-ce que j'ai une équipe de ressources humaines? Ça se peut que non. Toutes ces choses-là, c'est à l'extérieur de mon contrôle. Mais qu'est-ce que moi, je contrôle, ma mentalité puis mes attitudes par rapport aux choses qui me stressent? Quelles sont les petites modifications que moi, je peux commencer à mettre en place? Commencer par soi, donner l'exemple. Puis après ça, ben, si je suis un chef d'équipe ou que j'ai un poste un peu plus de leadership, ben, une chose à la fois de mettre en place des petites solutions, puis de se donner le temps de voir les résultats de tout ça. Tu sais, ça ne peut pas nécessairement se changer en 2 semaines, là, nécessairement, mais se donner le temps d'essayer des choses, puis de regarder quelles sont les données puis les statistiques qui viennent avec ça. merci beaucoup. On aurait le temps pour une dernière intervention. Oui. Allô? Allô? Merci, c'était très intéressant. À plusieurs reprises, quand vous en parliez, donc vous disiez que ça peut être soit, ça peut venir de n'importe qui, pas attendre forcément que ça vienne des RH, mais ça vient de moi. Mais en même temps, à plusieurs reprises, vous sembliez en effet dire que ça a été comme le chef d'équipe, etc. Donc, on peut, en tant qu'individu, en parler au reste de l'équipe ou aux personnes qui dirigent ou qui gèrent, mais j'ai l'impression que ça prend quand même à la base une volonté vraiment de cette personne qui va ensuite l'implanter. Donc, j'imagine quand même que ça s'adresse plus à des personnes qui ont quand même un genre de rôle décisionnel, ne serait-ce que pour dire, ah, ben là, maintenant, il y aura ces 15 minutes de votre temps. Ah. Bien, pour ce qui est de la gestion du temps, je veux dire, tu peux aussi, toi, décider, sans l'annoncer en grande pompe, que tu te bookes un 15 minutes avec toi-même pour gérer ton stress, sans nécessairement que toute ton équipe suive là-dedans. Mais en sachant que quand les gens te disent « Hey, c'est cool de travailler avec toi, tu es toujours calme, tu ne te prends pas la tête, tu n'as pas l'air de sauter sur les urgences », ben là, tu peux leur dire « Ah ouais, mais j'ai intégré une pratique de gestion de mon stress. Puis honnêtement, ça fait des miracles. » Puis après ça, ben, par l'influence ou donner l'exemple, c'est là qu'on peut, c'est ça, avoir une zone d'influence, justement. On regardait ce qu'on contrôle puis ce qu'on peut juste gérer. Les autres, on ne les contrôle pas. Donc, quand on a créé The Happy Producers, les gens me disaient, mais qu'est-ce que je fais avec mon collègue grognon? Je peux-tu t'envoyer mon collègue grognon puis tu le fixes, lui? Mais en fait, non, parce qu'il faut que ça vienne de soi puis que nous, on ait décidé quel environnement de travail on veut pour soi. Puis en fait, qu'on regarde par la suite comment ça impacte les autres. Puis là, on n'a pas eu l'opportunité de parler de ça aujourd'hui, mais les limitations personnelles et relationnelles sont super importantes. Donc, les boundaries au travail, c'est hyper important. Donc, si quelqu'un est grognon, si la mentalité de quelqu'un ne nous convient pas, si le ton ou le stress, on peut dire à la personne « Hey, j'ai l'impression en ce moment que tu me communiques du stress, mais je ne reçois pas l'information. Est-ce que ça t'irait de me donner plus des chiffres, des faits pour que je puisse t'aider? Parce que là, tu me donnes ton stress, mais je sais pas comment t'aider parce que tu me donnes pas l'information qui va avec nécessairement. » Fait qu'on peut pas les changer eux, mais on peut les guider dans comment ils interagissent avec nous, peu importe notre niveau au sein de l'équipe ou peu importe le rôle qu'on occupe. Merci. Est-ce que peut-être une dernière question, là, ça vous brûle les lèvres puis vous devez la poser absolument? Est-ce que ce cas-ci, non? Ça va? Bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très intéressant, Virginie. Je pense que tu restes un petit peu après l'événement. Juste si vous avez des questions, Oui. vous pouvez aller la voir individuellement. n'est-ce pas? Absolument. Merci pour votre temps. Je vous apprécie. Merci beaucoup.
Et seulement vous dire que, donc, à 15h30, il y a le tremplin de mon intégration en emploi avec Lucie Marcoux. Ça va se passer ici de Lucie Marcoux de RH Essentiel, une femme qui a beaucoup de bagages et d'expérience. Donc, ça vaut la peine de rester. Et aussi de vous dire, il reste de la place. Si vous voulez prendre votre photo professionnelle, vous avez la chance de vous faire prendre une photo par Maude Desbois, qui est une photographe extraordinaire. Donc, je vous encourage fortement à saisir l'opportunité jusqu'à 16h, en fait. Et si vous n'avez pas visité les kiosques dans la salle Clark, vous pouvez toujours aller voir nos différents partenaires qui sont dans la salle. Donc, merci beaucoup.